merci surtout à vous qui avez eu le courage de venir pour une demi-conférence. On reprend les bonnes habitudes progressivement. On aurait aimé avoir une jauge de salle un petit peu plus grande, mais nous sommes ravis d'avoir partiellement une partie du public et qui, je crois, nous suit via Facebook. Je me tourne vers Irina en direct. Et donc nous allons avoir une sorte de conférence hybride, à la fois via Zoom, via Facebook et en présentiel. Pour un sujet, évidemment, qui s'inscrit dans une riche actualité au Sahel. Il se tient aujourd'hui à Nouakchott une réunion d'étape, mais il y en a eu tellement, finalement. 6 mois après la réunion de Pau, réunissant donc les 5 présidents du G5 Sahel, avec la venue de 3 chefs d'État et de gouvernement européens, le président français, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et le président du Conseil, Giuseppe Conte. Et puis, bien évidemment, comme ça a été rappelé par Irina, une actualité très récente. Le 27 juin dernier, le président Poutine et le président Macron se sont parlé virtuellement. On aurait espéré peut-être que le président puisse se rendre le 24 juin dernier, souvenez-vous, ici même, lors d'une assemblée générale, un certain nombre d'experts et un certain nombre d'analystes, je prends que l'exemple de l'ambassadeur Claude Boche-Maison, rappeler que ça aurait été un symbole assez fort que le président français réponde à une invitation qui finalement n'a pas forcément eu lieu, mais auquel évidemment nous aurions été très sensibles du fait de voir le président français se rendre pour la célébration du 75e anniversaire donc de la grande victoire du 9 mai qui, comme vous le savez, a été repoussée au 24 juin. D'ailleurs, on avait évoqué ici même l'idée selon laquelle les 2 chefs d'état-major, le général Gerasimov et le général Lecointre, avaient évoqué la possibilité de célébrer dans le même élan la célébration du bataillon, enfin du régiment, de l'escadre aérienne Normandie-Nimègue, qui sont au cœur évidemment de cette relation. Mais on y reviendra peut-être ultérieurement. Alors cette réunion porte un titre que l'on peut voir de 2 manières, vers à moitié vide ou vers à moitié plein, en se rappelant que la coopération ou l'appel à une plus grande coopération, sans négliger évidemment les divergences entre nos 2 pays, s'inscrit finalement dans une forme de diplomatie des images. J'ai à côté de moi quelqu'un dont le journal s'appelle Paris Match et qui met en avant le poids des mots et le choc des images. Et je crois qu'on pourrait résumer la relation récente entre la France et la Russie à travers, souvenez-vous, ce long passage, cette longue déambulation des 2 présidents à l'occasion, le 27 mai 2017, dans la galerie des cartes entre le président Ceylan, donc ce qu'on a appelé la rencontre de Versailles, qui n'était pas forcément la rencontre de Versailles, mais la rencontre du Trianon, d'où le nom éponyme du dialogue qui lui a succédé. Bref, depuis cette geste, que d'espoir douché, et peut-être qu'on y reviendra au fur et à mesure. Je n'en prends que quelques-uns, car ils sont symboliques, mais ils sont encore une fois déterminants et marqueurs des étapes à franchir pour cette architecture de sécurité et de confiance. D'ailleurs, on appelle moins cela une architecture de sécurité et de confiance, mais bien un dialogue de sécurité et de confiance. Je vous rappelle que l'ambassadeur Pierre Vimont, l'ex-secrétaire général du service européen d'action extérieure, a été nommé précisément pour faire vivre ce dialogue. On y reviendrait, c'est une question que je poserai aussi aux intervenants pour voir ce qu'ils en pensent. Donc, je rappelais donc cette première visite d'un chef d'État étranger 10 jours après l'élection du président Emmanuel Macron, et puis bien évidemment, quelques années plus tard, la rencontre de Brégançon aussi était porteur d'un rapprochement, en tout cas sur un certain nombre de dossiers, au-delà des 2 pays, les 2 pays et la région, le Sahel, n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais il fut question évidemment de coopération vis-à-vis de la Syrie, enfin d'un dialogue fructueux entre la Russie et la France vis-à-vis de la Syrie et de la Libye, et puis bien évidemment de l'Ukraine. Je vous rappelle que c'est là la pierre d'achoppement, c'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron, je crois, avait raison de dire qu'il faudrait réfléchir au retour de la Russie au sein du G7. Je rappelle que le G7 fut G8 de 1997 à 2013 et qu'il a été expurgé de la Russie à cause, évidemment, comme vous le savez tous, du référendum et de l'annexion en mars 2014 de la Crimée par la Russie. Donc, deuxième élément, en tout cas, qui nous rapproche de cette perspective d'un déplacement présidentiel en septembre, la réunion de Brégançon de l'été dernier, suivie évidemment par un certain nombre de perspectives qui malheureusement n'ont pas forcément autant abouti qu'on l'aurait souhaité,
Je ne prendrai que la réunion en décembre dernier de ce qu'on appelle le format Normandie, au cours duquel la chancelière Angela Merkel, le président Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine et leur homologue ukrainien Zelensky mettaient d'une certaine façon des mots sur des paroles qui évidemment ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Alors, une fois que l'on a mis en perspective toutes ces raisons d'espérer, encore une fois, vers à moitié vide, vers à moitié plein, réformisme plutôt qu'un conservatisme dans la relation avec la Russie, il faut s'atteler à voir où ce dialogue peut se faire. Et c'est la raison pour laquelle, avec Irina, on s'est posé la question de mettre de côté l'Ukraine, qui pour l'instant est un facteur de blocage, en tout cas jusqu'à la prochaine réunion qui aurait dû avoir lieu en juin et qui sera sans doute reportée en octobre, pour voir ce qui se joue en Méditerranée orientale. En ne focalisant pas d'ailleurs que sur la Syrie et la Libye, mais en mettant en avant le fait qu'il y a aussi un agenda lié évidemment aux immenses découvertes gazières qui, comme vous le savez, structurent la relation pour les prochaines décennies. On parle de 50 milliards de mètres cubes de gaz dans les 3 méga gisements que constituent les raisons pour lesquelles la Turquie et un certain nombre de pays de l'OTAN se regardent non plus en chien de faïence, mais en quasi-allumage d'un conflit, en pré-escalade d'un conflit selon les critères d'engagement de feu de l'OTAN. Donc c'est la raison pour laquelle ce débat qui va nous réunir, les 4 intervenants, avec nos 2 intervenants qui ne sont pas là physiquement, et je remercie Niagalé particulièrement aujourd'hui où le sommet l'a beaucoup mobilisé médiatiquement, et Régis, qui est un vieil ami du dialogue, un vieil ami tout court, mais un vieil ami du dialogue, de leur présence ici pour donner un petit peu de relief à ce débat. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre la Libye et le Sahel? Je parle devant un ancien député européen, Michel Servonqui, avec lequel nous travaillons beaucoup sur la question du Sahel. C'est que nous, quand nous pensons la Libye, nous pensons à la sécurité de nos troupes, avec 2 pays frontaliers où nos troupes sont engagées, le Niger et le Mali, le Niger et le Tchad. Je pourrais rajouter le Soudan, mais nous n'avons pas encore de troupes. Et alors que d'autres partenaires européens pensent à la porosité ou à la fragilité de cette frontière maritime qui fait que la Libye se trouve à 250 km des côtes italiennes. Bref, c'est une des raisons, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus en avant avec Vasily, qui, me semble-t-il, ont bloqué les initiatives européennes et d'une certaine façon les ont un peu marginalisées vis-à-vis d'une pax turco-russe qui est en train de se mettre en place. Propos liminaires que je voulais courts, ils furent un petit peu plus longs, mais j'aimerais maintenant vous interroger nos différents intervenants, finalement en citant ou en reprenant la phrase, ou l'affirmation plutôt, d'un de nos collègues qui s'appelle Andrei Kourtonov. Je ne sais pas si le nom vous est familier, c'est le directeur d'un think tank de référence en Russie, le RIAC, le Russian Council of International Affairs, peu ou prou l'équivalent de l'IFRI, ça se discute un peu, mais enfin, néanmoins. Et donc, lors d'un interview qui est paru dans un des concurrents de Régis, quand on lui posait la question de savoir si oui ou non il voyait une amélioration dans la relation entre nos 2 pays, je rappelle que quelques heures auparavant, le président Poutine et le président Emmanuel Macron avaient convenu d'un certain nombre de sujets, le permafrost, certes, l'Arctique, certes, mais surtout la Syrie et la Libye. Et donc, il évoquait le fait qu'il ne voyait pour l'instant aucune perspective de rapprochement entre l'Europe et la Russie et la France. Et c'est sur cette question que je voudrais lancer le débat, en commençant par Régis, d'abord. Ensuite, je donnerai la parole à Fabrice, ensuite à Niagalé, et enfin à Vasily. Écoutez, c'est vrai que ce que vous avez évoqué il y a, dans cette introduction, les diverses tentatives qui ont été faites depuis l'élection d'Emmanuel Macron, donc depuis 2017. Vous avez rappelé cet échange qui avait eu lieu au château de Versailles, qui inaugurait un peu le mandat d'Emmanuel Macron. Et il avait semblé, même si les mots du président français avaient quand même pas été très tendres vis-à-vis de Vladimir Poutine à l'époque, quand même symboliquement qu'on ouvrait cette ère avec une volonté du nouveau président d'ouvrir, ou en tout cas de renouveler
des relations difficiles sous son prédécesseur, sous François Hollande. On sait que ça n'avait pas bien fonctionné, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait eu la question de la Syrie, il y avait eu la question du retour de la Russie sur la scène internationale, il y avait eu la question aussi de la position française qui désespérément, on est plusieurs je pense à le penser depuis longtemps, est complètement à la remorque des directives américaines dans quelques domaines que ce soit. Hein. Je constate que malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, oui et non. Donc, ce jeune président, Emmanuel Macron, a fait vœu de changer les choses au fur et à mesure. Il a eu un discours assez porté sur une transformation. On s'est dit, tiens, il souhaite se rapprocher de la Russie. Et puis, assez rapidement, comme vous le signaliez, les mots sont restés des mots. Il n'y a pas eu de grandes initiatives, il n'y a pas eu la question de sa présence pour l'anniversaire de la victoire de 1945, évidemment, a été ajournée pour des raisons de pandémie mondiale. Mais néanmoins, il avait souhaité, il avait répondu, donc ça aurait dû se faire. Ce qu'on remarque, c'est que la France et un certain nombre de pays, malgré tout ce qui a pu se passer avec les États-Unis, malgré l'évolution des États-Unis dans les 2-3 dernières années, restent sur des schémas anciens, restent avec une sorte, je dirais, au niveau du Quai d'Orsay, d'atlantisme affiché. Je ne dis pas que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est forcément un atlantiste, mais derrière lui, toute l'architecture qui avait été placée, notamment par Laurent Fabius, est toujours en place, et on a toujours cette même, sphère néoconservatrice qui dicte un petit peu et qui ralentit. On a eu l'impression, ce qui a pu se passer à chaque fois qu'Emmanuel Macron a voulu faire une initiative avec Vladimir Poutine ou a voulu se rapprocher de la Russie, il y a toujours... Alors, Emmanuel Macron l'a qualifié lui-même d'état profond, en fait, en disant voilà, qui n'arrivait pas ou qui ne parvenait pas à ses fins de ce point de vue. Je rajouterais qu'il y a eu peut-être une initiative qui a été créée au moment de la Coupe du Monde de football en Russie. À la faveur d'un match de football, les Russes et les Français ont décidé de livrer du matériel médical. C'était à l'époque de la Ruta. En 2018, voilà, ça a été peut-être la seule initiative concrète qui a pu être menée à bien à terme par la France et la Russie, initiative conjointe sur la question syrienne. Mais en dehors de ça, ça a toujours été le blocage, et on comprend qu'en dehors de symboles que sont, vous évoquiez tout à l'heure, le souhait des deux chefs d'état-major de faire avancer la relation, mais on reste dans le symbolique, on reste dans le passé, on reste dans le souvenir de l'escadre Normandie-Niemen, des heures de gloire de ces aviateurs français partis aider les troupes russes sur le front de l'Est. Mais en dehors de ça, en dehors d'un travail mémoriel, moi je me souviens m'être rendu à Moscou aussi dans le cadre d'un échange entre le musée, en fait les trésors de la Sainte-Chapelle et le musée du Kremlin. La France avait prêté les reliques de Saint-Louis, la couronne d'épines du Christ, tout ce qui était à Notre-Dame, enfin une partie des trésors de Notre-Dame, au Kremlin. Donc il y a eu ces échanges qui ont été faits, qui ont eu lieu, mais on est dans le domaine du culturel, on est dans le domaine du mémoriel, on est dans le domaine de la commémoration de la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle tout le monde s'entend à peu près, sauf que nous sommes d'accord que les Russes, à juste titre, régulièrement rappellent leur contribution, que peut-être la France pourrait en parler un peu plus. Mais en dehors de ça, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bond en avant, il n'y a pas de véritable avancée. Alors, je pense que les choses pourraient changer. Les choses pourraient changer, et je pense que la réflexion d'Emmanuel Macron, qui parfois, dans le domaine international, peut avoir des positions un peu ambiguës ou parfois inattendues. Sur la question de la Russie, je pense qu'Emmanuel Macron a beaucoup réfléchi
notamment à la faveur de l'évolution de la relation entre la France et les États-Unis. Moi, Jean-Yves Le Drian m'a dit que les États-Unis étaient devenus, pour eux, un allié imprévisible. Imprévisible, c'est-à-dire tout à coup, on décide un traité contre la prolifération nucléaire iranienne, on fait ce traité, on met des années à le concocter, puis les États-Unis décident de s'en retirer alors qu'ils l'ont eux-mêmes signé. La France maintient bec et ongle ce traité, les États-Unis veulent renforcer les sanctions contre l'Iran, la France et l'Europe disent non, et puis Donald Trump dit « je vais vous mettre une taxe de 40% sur l'aluminium », et là tout le monde dit oui. Donc à chaque fois, les États-Unis reviennent, mais plus dans une posture diplomatique, mais dans une posture véritablement d'agression économique ou financière, en disant si vous n'obtempérez pas, si vous n'allez pas dans notre sens, nous allons vous taxer économiquement. Voilà, ça c'est la nouvelle façon de procéder. Donc avec cet allié imprévisible, comme dit Le Drian, Emmanuel Macron, je pense, a dans sa réflexion, je ne suis pas confident d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a dans sa réflexion l'idée que la Russie, a montré dans ces dernières années, notamment à travers son déploiement au Moyen-Orient, une volonté de stabilité, ou en tout cas une approche de stabilisation, et une approche qui est intéressante parce qu'elle est non idéologique. Que ce soit en Syrie ou en Libye, les Russes ont des intérêts, évidemment. Ils ont tout intérêt à essayer de regagner. Ils sont parvenus à regagner cette place importante sur la scène internationale, mais ils ont une approche non idéologique. Ils font preuve d'une approche qui tente d'apporter des solutions à des conflits inextricables. Je parle de la Syrie en particulier, où on les a vus essayer de faire avancer les choses. Alors, évidemment, ils sont partis, ils choisissent 5 ans. Ils ont choisi en Libye, ils l'ont choisi en Syrie, mais ils se tiennent à une ligne de conduite assez fixe. Et je pense qu'ils ont montré justement cette volonté de stabiliser des régions très difficiles et des régions... Voilà. La question du Sahel est un peu différente, je pense qu'on l'évoquera, même si les Russes ont une présence au-delà du Sahel, même jusqu'en République de Centrafrique. Mais il y a peut-être des choses à développer avec les Russes, parce que la question du Sahel, elle est cruciale pour la France, et malgré toutes les tentatives qui ont été, je terminerai là-dessus, malgré toutes les tentatives qui ont été conduites pour... amener d'autres partenaires au Sahel, récemment la création de la force Takuba, de forces spéciales européennes qui ont été préparées par Florence Parly, etc. On sent que les pays sont prêts à participer, mais pas énormément. Les Anglais nous donnent 3 hélicoptères, les Danois nous en donnent 2, les Estoniens nous donnent un contingent. Bref, au-delà de tout ça, on est très très seul au Sahel. Et certains généraux, moi, avec lesquels je m'étais entretenu, disaient que oui, les Russes sont toujours considérés comme une puissance dont il faut se méfier, mais quelque part, à un moment, il faut se dire tout le monde est le bienvenu dans ce truc, parce que la France est très seule et qu'on ne va pas solutionner les problèmes du Sahel uniquement militairement, qu'à un moment, il va falloir peut-être qu'on s'intéresse aux Chinois, peut-être qu'on s'intéresse aux Russes, si on veut solutionner toute cette zone qui est dans une zone où on compte maintenant... moi, je pense que le Mali est quasiment un État failli aujourd'hui. Si on regarde les choses avec lucidité, on ne peut pas considérer que le Mali est un État qui contrôle ses provinces, c'est fini. Le Niger risque de connaître le même sort. Le Burkina Faso s'est dégradé de façon hallucinante les 3 dernières années. Donc là, bah oui, il faut qu'on trouve d'autres partenaires. Donc peut-être qu'il y a des initiatives à prendre, peut-être que quand on aura dépassé cette phase uniquement militaire dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, on ouvrira peut-être à un nouveau dialogue sur la question de l'Afrique. Voilà. En vous écoutant, je me rappelais ce qu'avait dit justement Pierre Vimont lors d'une audition devant les sénateurs il y a de cela quelques semaines, en disant qu'il fallait ouvrir un canal de désescalade. Les divergences sont plus nombreuses que les convergences, mais qu'il y a évidemment, comme vous le rappelez, un certain nombre d'éléments qui devraient évidemment dépasser cet état profond. Je rappelle que ce n'est pas nous qui le disons en tant qu'analystes, mais c'est bien le président de la République qui, devant les ambassadeurs réunis pour le discours annuel, a mis en avant les ambassadeurs en disant qu'ils devaient aller au-delà et qu'ils souhaitaient ne pas être bloqués par cet état profond
Vous avez cité Jean-Yves Le Drian. J'ai tendance à penser qu'il appartient à cette catégorie, mais c'est une question que je ne valide, que je ne m'approprie, et que évidemment je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux avec le ministre des Affaires étrangères qui a mis un petit peu d'huile sur le feu sur la Libye, on y reviendra ultérieurement. Oui, je souscris tout à fait à ce que Régis a dit sur justement l'état profond en France, c'est-à-dire la domination des néoconservateurs notamment dans les sphères diplomatiques, qui freinent des cas de fer pour un rapprochement avec la Russie et qui, on se souvient des ballons d'essai qu'avait envoyé Emmanuel Macron au début de son mandat et de la levée de bouclier qu'il y a pu avoir parmi tous ces diplomates qui ont conduit la politique française en Libye, en Syrie, au Liban, même en Irak, à un fiasco total, parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un fiasco total. Ne serait-ce que le Liban, pays qui est francophone, qui était cher à notre cœur, sur lequel on a beaucoup investi, etc. Aujourd'hui, l'influence française au Liban, c'est peanuts, c'est terminé également. C'est la crise financière, j'espère que ça va s'écrouler également. La France vit toujours, enfin les diplomates français vivent toujours avec ce concept de domination, d'hégémonie de l'Occident après la chute de l'Union soviétique, qui a fait que le camp occidental avait triomphé. Donc ils ont cru qu'en Libye, en Syrie, ils pouvaient intervenir, faire tomber le régime, que la Russie s'abstiendrait d'intervenir. J'ai des souvenirs en 2011-2012 de discussions avec des diplomates français qui me disaient mais de toute façon les Russes en Syrie ils n'auront jamais les moyens d'intervenir, bon on va leur laisser la base de Tartous pour 99 ans et puis ils seront contents et voilà. C'était des discours assez hallucinants. Que nos diplomates ne connaissent pas le terrain syrien. Bon, les diplomates ne font pas de terrain, pourquoi pas, c'est dommage, mais enfin c'est comme ça. Mais qu'ils soient aussi aveugles par rapport au changement dans les relations internationales qui s'étaient opérées, ça c'est beaucoup plus inquiétant. Simplement parce que ils étaient prisonniers, ils sont prisonniers de cette idéologie. Et comme aujourd'hui, des gens qui ont été formés dans fin des années 80, début 90, justement dans cette période de triomphe de l'Occident face à l'Union soviétique, sont au pouvoir dans la technostructure, eh bien c'est assez difficile pour Macron de changer les choses. Alors je suis optimiste peut-être à long terme, enfin à moyen terme, 5-10 ans, parce qu'on a quand même un principe de réalité qui va s'affirmer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit cette Turquie qui déboule en Libye, qui a eu un rôle plus qu'ambigu vis-à-vis de Daesh, vis-à-vis des allers-retours de djihadistes vers la Syrie, et qui va avoir un rôle aussi plus qu'ambigu dans le financement de mouvements djihadistes dans la bande sahélienne directement tournée contre les troupes françaises. Donc c'est ça qui va finir par se produire aujourd'hui. Donc vis-à-vis de cette montée en puissance de la Turquie, on aurait tout intérêt, la France, d'avoir une coopération avec la Russie, puisqu'on a bien vu que Vladimir Poutine était capable d'arrêter Erdogan lorsqu'il allait trop loin, comme ça s'est produit à Idlib au mois de mars dernier. La Turquie avait envoyé 9000 hommes, a commencé à bombarder l'armée syrienne, et on a vu comment Vladimir Poutine a traité Erdogan dans cette grande salle à Moscou, sous la statue de la Grande Catherine, rappelant ainsi à Erdogan que la Russie n'avait jamais gagné, que la Turquie n'avait jamais gagné aucune guerre contre la Russie, et qu'il fallait donc qu'il se calme un petit peu sur la Syrie. Il n'y a pas 36 manières de fonctionner avec Erdogan. Pour moi, Erdogan, je le compare assez volontiers à Mussolini, dans les années 20-30, qui s'était emparé du Fezzan, de l'Éthiopie, et puis lorsqu'il a tout obtenu ce qu'il voulait des démocraties, la France et la Grande-Bretagne, eh bien, il s'est tourné vers Hitler. Si justement on lui abandonnait tout ça, c'était pour éviter qu'il se tourne vers Hitler, il a fini par le faire quand même. Donc il faudrait quand même qu'on soit bien au clair avec ça. Le principe de réalité, c'est aussi de voir que en Syrie, on n'avait pas une opposition à la Ligue démocratique comme on nous l'a seriné en France dans beaucoup de médias.
mais une opposition arabe sunnite, islamiste, avec des djihadistes qui montaient en puissance très rapidement. Ça, les Russes en ont fait une très bonne analyse tout de suite. Et ça a été une des raisons pour laquelle ils sont intervenus. Et c'était une des raisons pour laquelle nous, par contre, on n'a pas voulu intervenir tout de suite contre Daesh, puisque souvenez-vous, en 2014, lorsqu'il y a eu la coalition internationale contre Daesh, la France a refusé de bombarder Daesh en Syrie parce que ça allait favoriser Bachar el-Assad. Bon, finalement, Hollande, en septembre 2015, se décide à bombarder Daesh en Syrie, juste après l'attentat dans le Thalys, et 2 mois avant le Bataclan, parce qu'il avait eu l'enseignement, avait quand même fini par lui faire comprendre que là, on jouait avec le feu. Donc il valait mieux finalement utiliser Daesh contre Assad, c'était la politique française, c'était la politique des néoconservateurs. J'ai souvenir de Justin Weiss à Washington, directeur du CAPS aux affaires étrangères à l'époque, qui nous avait dit c'est Assad qui a créé Daesh, donc si on veut supprimer Daesh, il faut d'abord supprimer Assad. Alors, je lui avais demandé perfidement si par rapport à Israël, il fallait aussi supprimer Israël pour qu'on puisse supprimer ensuite le Hamas et le djihad islamique. Enfin bon, là, il n'y avait pas trop apprécié. Et donc voilà, ce sont des gens qui sont assez dangereux, qui sont toujours très influents et qui tiennent la politique française. Et puis par-delà, vous avez les États-Unis qui dominent notre politique. On le voit encore plus récemment avec le César Act, ces sanctions qu'on va imposer à la Syrie pour des années, pour empêcher la reconstruction de la Syrie, de manière à entraîner la Russie dans un bourbier. Ce sont les paroles de Jim Jeffrey, l'envoyé spécial américain pour la Syrie. Et je pourrais paraphraser Kissinger. Kissinger avait dit en son temps, le dollar c'est notre monnaie et c'est votre problème, à vous Européens. Eh bien, les sanctions économiques contre la Syrie, c'est la politique américaine et c'est notre problème. Notre problème, cela veut dire des millions de Syriens qui vivent dans le dénuement, qui vont donc chercher à gagner une terre plus hospitalière, c'est-à-dire l'Europe. Donc on va vite se retrouver avec des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont pousser du côté de la frontière turque, comme ça s'est déjà produit en 2015, et puis on a eu une petite ébauche en février 2020. Et puis évidemment un développement du terrorisme, parce que dans une telle configuration, on ne peut pas imaginer que Al-Qaïda, Daesh vont s'éteindre, bien au contraire. Donc il serait temps, dans l'intérêt de la France, de l'Europe, mais aussi des Syriens, de collaborer avec la Russie, qui me semble être, elle, sur une position quand même très différente de celle des États-Unis et qui cherche justement à stabiliser la Syrie, stabiliser le pays, pour éviter que ça devienne un nouvel Afghanistan. Merci. Voilà. Erdogan a au moins cet avantage de bien connaître son histoire et que le symbole d'un retour d'un néo-ottomanisme ou d'un néo-islamisme ou d'un néo-nationalisme correspond à une pratique assez forte des symboles. Il est de retour en Libye au moment où la Turquie va fêter 500 ans des premières conquêtes de Soliman Ier. Il fait référence non seulement à Mussolini, mais il fait référence surtout à Atatürk, qui s'était remarqué militairement en tant que jeune lieutenant dans les guerres opposant l'Italie à l'Empire ottoman 1911-1912. C'est un des justificatifs en rappelant que avant la colonisation occidentale, française à l'ouest, britannique à l'ouest, le Maghreb, les côtes du Maghreb, à l'exception du royaume chérifien, fut ottoman durant les 4 derniers siècles. Tunis, qu'il a visité en décembre, fut conquise par l'Empire ottoman en 1574. Donc c'est des puissants éléments qu'il ne cesse de rappeler et d'une certaine façon remettant en cause, mais on y reviendra ensuite, la force de l'histoire ou l'importance que la présence des protecteurs de ces régions qui furent des protectorats, que ce soit vis-à-vis de l'Empire ottoman ou de l'Occident, on garde en mémoire. Merci beaucoup Fabrice d'avoir confirmé le fait que le problème vient de l'État profond.
Évidemment, on ne citera personne, enfin, moi personnellement je ne citerai personne, il y a déjà deux noms qui ont déjà été cités, mais sur cette question, il y a une forte, évidemment, tendance à faire en sorte que l'on puisse parfois orienter non seulement les décisions du ministère des Affaires étrangères, mais peut-être un petit peu plus, et c'est nouveau, celle de la présidence, en tout cas c'est nouveau par rapport à ce momentum d'il y a 3 ans. Je trouve en effet particulièrement stimulant aujourd'hui de s'interroger sur le rôle de la Russie dans cet espace sahélien. Y compris d'un point de vue historique. Et de ce point de vue-là, je partirai du cas du Mali, dont il est intéressant de savoir que le premier président, donc Modibo Keïta, immédiatement après l'indépendance, a réclamé le départ des troupes françaises et a dénoncé les accords de défense qui avaient été conclus simplement quelques mois auparavant. Donc dès 1961, les troupes françaises ont été renvoyées du Mali. Et dans l'esprit des nouveaux dirigeants de cette première république malienne, l'objectif était de mettre sur pied une armée nationale pour combler, bien entendu, le vide créé par le départ des troupes de l'ancien colon. Et dans la période de 1961 à 1978, la coopération avec les pays du bloc soviétique a vraiment joué un rôle absolument majeur suite à la proclamation par le Mali de son attachement, de son adhésion aux valeurs socialistes. Et après, par la suite, son choix du non-alignement. Et donc, cette coopération s'est poursuivie donc, de manière intense avec la signature de plusieurs accords sectoriels, et y compris des accords militaires. Donc l'URSS de l'époque a équipé l'armée malienne en équipement lourd notamment, en blindés, en véhicules, en aviation. Et il y a eu en voie de nombreux techniciens militaires soviétiques, non seulement pour assurer la maintenance de ces équipements, mais aussi pour jouer le rôle d'instructeurs. Réciproquement, de nombreux militaires maliens, officiers, ont été envoyés se former en URSS. Et le pays avait aussi développé de très bonnes relations avec d'autres pays du bloc soviétique, notamment avec la Tchécoslovaquie, qui était le deuxième partenaire du pays après l'URSS. Bien entendu, après 1991, à la fois en raison de la chute du mur, mais aussi de la période de démocratisation qui est intervenue au Mali, les relations bilatérales, notamment avec la France, ont changé, se sont améliorées. Et en raison de ces liens historiques, aujourd'hui, si ce n'est aujourd'hui, c'est moins vrai aujourd'hui au sens de actuellement, mais en tout cas, au cours des derniers mois, notamment à la fin de l'année 2019, on a vu au Mali, et plus largement dans certains pays du Sahel, mais c'était beaucoup plus perceptible au Mali, une tentation de revigorer cette alliance avec la Russie. Alors, cette volonté est apparue à différents niveaux. D'abord, du côté de l'opinion publique. C'est-à-dire que dans le cadre des manifestations anti-France, et j'insiste sur le mot anti-France et non pas anti-française, auxquelles on a assisté à la fin de l'année 2019, on a vu ce qu'on appelle la mouvance des patriotes du Mali, qui est un segment de la société civile du pays, demander le départ des troupes françaises de l'opération Barkhane, demander également le départ de la mission des Nations Unies, en réclamant à l'inverse une intervention de la Russie. On s'est également aperçu qu'il restait au sein de l'armée malienne une sensibilité, une proximité culturalo-opérationnelle, je dirais, c'est pas très correct, mais enfin bon, de la plus vieille génération d'officiers qui ont été en effet formés en Russie et dont beaucoup parlent parfaitement russe. On a vu aussi, Emmanuel l'a rappelé, du côté des autorités maliennes,
la volonté d'un rapprochement qui s'est concrétisé par la signature d'un accord de coopération militaire en juin 2019 pour la formation de spécialistes, ça a été dit, en matière d'opération de maintien de la paix et de lutte antiterroriste. Alors, la particularité de ce partenariat est qu'il est assuré dans le cadre d'un partenariat. Alors, comment la formule est c'est de la formation militaire civile, puisqu'elle est assurée essentiellement par le biais de la société Wagner. Du côté des autres autorités sahéliennes, il est intéressant de voir que ces appels lancés par le Mali ont été aussi relayés par d'autres États du G5 Sahel, notamment avec l'appel du président Roch-Marc Kaboré de Burkina Faso à la Russie pour qu'elle rejoigne, alors Emmanuel évoquait le G7-J8, pour qu'elle rejoigne notamment le fameux programme du P3S et le programme pour la sécurité et la stabilité au Sahel qui a été annoncé lors du sommet du G7 à Biarritz. Et donc, aussi bien le président Kaboré que le président Déby ont été très explicites sur le rôle que pourrait jouer la Russie en appelant justement à une diversification des partenaires des pays sahéliens dans le cadre de la gestion de la crise actuelle. Qu'en est-il côté français ? Côté français, on a senti une très grande sensibilité, notamment lorsque Emmanuel Macron a évoqué, à l'occasion du sommet de Pau, de manière assez dure, le rôle joué, il a évoqué à mots à demi couvert, on va dire, le rôle joué par la Russie dans les tentative de déstabilisation de la présence française que j'évoquais tout à l'heure à l'occasion des manifestations qui avaient eu lieu. Et je crois que c'est Régis qui parlait notamment de la République centrafricaine. Il faut savoir en effet que la Russie est depuis quelques années très présente en République centrafricaine, ce qui a beaucoup irrité la France. Florence Parly a fait des déclarations à ce propos très claires, notamment au dernier forum de Dakar, puisque la Russie a joué à la fois un rôle central dans la remise en cause de l'embargo sur les armes en RCA et aussi bien sûr dans la négociation de l'accord dit de Khartoum en jouant un rôle de médiateur. Et donc la France a semblé craindre à un moment donné voir la Russie s'imposer de la même façon dans l'espace sahélien. Alors, qu'en est-il côté russe, pour terminer ? Il est possible qu'il y ait eu une orchestration, en effet, d'un sentiment anti-France à la fin de l'année dernière, par le biais de certaines images qui ont circulé, de fake news. On a vu, par exemple, des images d'avions français livrant du matériel qui était censé être destiné à des djihadistes, ce qui était quand même assez peu crédible comme tentative de déstabilisation, mais certains ont pu y voir la main de la Russie. La Russie a également organisé le fameux forum économique Russie-Afrique, le premier à Sotchi récemment, et le ministre de la Défense avait appelé à l'intensification des liens militaires dans l'intérêt du Mali et s'était dit prête aussi à contribuer à la normalisation de la situation au Sahel. Mais si l'on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, la contribution de la Russie, quand même, à la sécurité de la région reste très modeste. Tu parlais en effet des livraisons d'armes, de matériel. Et il me semble que cette situation qui est beaucoup plus complexe que cette lutte anti-djihadiste qui se mène dans le cadre de l'opération Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel qui aujourd'hui lance de manière encore plus formelle que le 12 juin dernier la fameuse coalition internationale pour le Sahel. Donc cette situation va bien au-delà de la lutte antiterroriste et je ne suis pas sûre, mais je serais ravie d'en discuter avec vous, que les Russes aient vraiment intérêt à mettre les pieds dans ce qui apparaît comme une situation vraiment de crise multifonctionnelle. Voilà, merci. Alors, je retiens dans ce que vous avez dit un paradoxe, puisque on a évoqué le fait que, dans cette relation entre la France et la Russie,
en gros, la France s'attendrait à ce que la Russie n'empiète pas sur ses prérogatives, en mettant en avant le fait, comme vous l'avez dit, je serai très bref pour donner à prendre suite à Vasily, évidemment, elle s'est offusquée du fait que la Russie ait signé une 16, je crois, accords de défense avec des pays africains. Et c'est pourtant précisément quand il s'est agi de savoir où et comment faire cette coopération, je me souviens parfaitement de la déclaration du chef d'état-major français, François Lecointre, rencontrant Valéry Gerasimov à Moscou en disant que la France attendait des gestes concrets en termes de coopération militaire. Donc là, il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'on demanderait que la Russie se coopère davantage militairement, et c'est pourtant au niveau diplomatique la chose la absolue, la ligne rouge à ne pas franchir. Donc ça, encore une fois, je laisse cet élément à l'appréciation de notre auditoire. Maintenant, je vais me tourner vers Vasily en lui demandant de brancher son micro. Même question, est-il optimiste, est-il moins optimiste par rapport au renforcement de la relation entre la France et la Russie, avec peut-être là aussi la Turquie qui nous met d'accord. Je cite cette phrase du ministre des Affaires étrangères turc, il y a quelques heures, Mevlut Çavuşoğlu, qui évoque le fait que la France devrait s'efforcer, en mettant en avant le fait que la France vise, je cite, à renforcer la présence de la Russie en Libye en s'en offusquant. Je rappelle que quelques heures précédant cette déclaration du ministre des Affaires étrangères turc, la France avait accusé la Turquie de mener avait accusé la Turquie d'avoir une responsabilité, je cite, historique et criminelle en Libye. Est-ce que finalement la Turquie ne va pas nous rapprocher, en tout cas sur le dossier libyen? Je vous cède la parole, Vasily. Vous savez, Emmanuel, je ne connais pas un seul spécialiste de Proche-Orient qui est optimiste sur la région. Mais sur les relations entre Moscou et Paris, c'est autre chose. Peut-être on peut être un peu plus optimiste que sur la situation en région. Je vais me concentrer bien sûr sur la Libye et Syrie un peu, mais en général, quand nous parlons de la relation entre Moscou et Paris, entre la Russie et la France dans la région, je pense qu'il y a trois problèmes très importants. Le premier, c'est un problème de la stratégie, parce que les stratégies des deux pays ne sont pas claires. C'est pas clair est-ce que deux pays, est-ce qu'ils ont des stratégies ou non. Je pense que il y a que Paris et Moscou, il y a leur politique au Proche-Orient sont très ambivalents. Il y a c'est un mélange entre revanchisme et pragmatisme des deux côtés. Et nous ne savons pas quand le pragmatisme gagne ou quand mène la politique, ou quand le revanchisme de grande puissance mène la politique de la France ou de la Russie dans la région. Le deuxième problème, c'est le problème de moyens. Tu peux être revanchiste dans la politique internationale, mais pour être revanchiste, tu dois investir. Et c'est pas clair combien la France, par exemple, est prête d'investir. Je ne veux pas dire seulement des finances, de financement, mais c'est aussi les investitions militaires, les investitions humaines, les investitions intellectuelles, etc., etc. C'est pas clair. Et le troisième problème, c'est le problème de contexte. Quand j'ai entendu les speakers précédents, ils parlaient toujours, presque tout le monde parlait toujours, pas seulement de la France et de la Russie, mais toujours ils mentionnaient les États-Unis. Ce ne sont pas les relations entre Moscou et Paris au Proche-Orient, ce ne sont pas les relations bilatérales. C'est toujours les relations multilatérales, parce qu'il y a le contexte européen, il y a le contexte proche-oriental,
il y a le contexte américain. Les États-Unis, ce sont ce elephant in the room, yeah? Au Proche-Orient. Et c'est ces trois facteurs que nous devons réfléchir et que nous devons penser. En ce qui concerne les situations en Syrie et en Libye et au Sahel, mais je ne veux pas parler beaucoup du Sahel. Je pense que nous avons bien sûr beaucoup plus de divergences en Syrie, plus de convergence et concurrence en Libye et un peu de concurrence au Sahel, mais je suis absolument d'accord que la Russie n'assiste pas beaucoup au Sahel aujourd'hui. La Syrie, bien sûr, nous avons des visions très différentes sur les causes du conflit, la nature du régime syrien, les perspectives du processus politique, etc., etc. Mais il est bien évident que pour le moment, le seul processus politique qui est un peu effectif en Syrie, c'est le processus d'Astana. Et le problème aujourd'hui, c'est comment on peut transformer Astana à Genève. On a failli pendant 2 années dans cette transformation. Il n'y a pas aucun progrès à Genève pour le moment. Et dans cette condition, de plus en plus important devient le problème des sanctions et le problème de l'économie syrienne. Et je pense que si le gouvernement français était plus réaliste qu'il est, s'il pouvait jouer dans un grand rôle dans le processus économique à Syrie, c'est bien clair que c'est presque impossible de penser aujourd'hui de chuter du régime de Bachar al-Assad. C'est bien clair que c'est impossible de penser de quelques victoires de l'opposition syrienne. Mais ce qui est assez possible, c'est penser de quelques réformes politiques en Syrie. Mais pour influencer cette réforme et pour pousser le gouvernement syrien à cette réforme, on peut utiliser des moyens économiques, mais les sanctions ne marchent pas. Les sanctions, pour le moment, quand tu n'as pas de relations économiques, tu ne peux pas utiliser ces mesures et tu ne peux pas utiliser ces moyens. C'est-à-dire, si la France, s'il pense de quelques coopérations dans le domaine économique en Syrie, et bien sûr au Liban aujourd'hui, entre la Russie et qui est beaucoup plus important pour la France que la Syrie, je pense que la France pouvait influencer la situation depuis beaucoup plus qu'elle influence. Et ici, il y a une grande possibilité pour la coopération entre nos deux pays. La situation en Libye, c'est un peu différent. Je pense bien sûr que Libye est plus important pour la France que pour la Russie aujourd'hui. Nous avons un peu de concurrence parce que nos deux pays, elles ont des relations avec Haftar et parfois il y a une concurrence entre elles à l'est de Libye. Mais en général, en Libye, nous avons 2 crises. C'est une crise militaire, bien sûr, mais c'est aussi c'est la régionalisation du conflit. En absence de quelques positions unies de communauté internationale, mais en même temps, c'est une crise de légitimité, parce que c'est une crise et le conflit des narratifs. Parce que nous avons, bien sûr, la position officielle de Moscou, nous acceptons les compétences, le pouvoir de Tripoli, mais en même temps, c'est la réalité qu'il y a la crise de légitimité en Libye. Et pour parler de quelques processus politiques, il faut penser de coopération entre les grands pays, pas des pays régionaux, mais les pays plus ou moins neutres, plus ou moins, pas absolument neutres comme, je ne sais pas, la Suisse, mais plus ou moins neutres comme la France ou la Russie, qui peut jouer un grand rôle
dans le processus politique pour le réétablir. L'expérience de Berlin était assez positive. Et je pense que la France et la Russie peuvent devenir des locomotives de ce processus. Vous avez mentionné Astana, donc je rappelle ce qu'est Astana, processus parallèle au processus onusien visant à stabiliser ou aboutissant à une stabilisation politique en Syrie, associant 3 pays, justifié par le fait que ces 3 pays ont une implication militaire sur place. En tout cas, c'est comme ça que la Russie, l'Iran, d'une certaine manière, via son proxy, qu'est le Hezbollah, et évidemment la Turquie. La question ne se pose pas du tout de la même manière en Libye, puisque la Russie dit qu'elle n'a pas de troupes, hormis les supplétifs que constitue la SMP, la société militaire privée Wagner. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un Astana en Libye? Première question. Je sais qu'on en a déjà discuté dans un précédent webinaire que nous avons organisé et pour lequel Vassili m'avait fait l'amitié d'intervenir de Moscou. Et puis la deuxième question, puisqu'il s'agit de trouver des acteurs neutres, et comme on se rend compte quand même qu'on ne pourra pas se passer et de la Turquie et de la Russie, puisqu'ils sont quasiment en train de signer une paix qui marginalise l'Europe, qui est le troisième acteur? Est-ce que c'est un des pays européens? L'Allemagne préside le Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de demain, et en même temps elle préside le Conseil européen et le Conseil de sécurité en même temps. Et que le tour de la France ne viendra, que je vous rappelle, qu'au premier semestre 2022. Donc il y a quand même une marge de manœuvre assez large, et qu'entre la présidence française et la présidence allemande, il y aura une présidence portugaise et une présidence slovène qui, me semble-t-il, iront davantage du côté de l'Allemagne et que du côté du triumvirat français, tchèque et suède qui nous éloigne un peu de la Méditerranée. Ce que je veux dire, c'est que le momentum méditerranéen ne sera pas français, mais il sera caractérisé pour les 2 prochaines années par l'Allemagne et sa puissance économique. Donc la question est simple, et je vous la pose, Vassili, très rapidement. Peut-on envisager cette comparaison? Jean-Yves Le Drian évoque la syrianisation du conflit en Libye, évoque le fait qu'il y a un grand danger à ce qu'il y ait une deuxième Syrie à 250 km des frontières des côtes européennes. Peut-on envisager une Astana à la syrienne, et est-ce que c'est là une façon peut-être de faire en sorte que Paris et Moscou travaillent de concert pour qu'il y ait au moins une voix européenne dans cette triangulation, comme ça s'est fait en Syrie? C'est beaucoup de questions pour la réponse rapidement, mais en général, je pense que Astana pour la Libye, c'est presque impossible. C'est impossible seulement avec la Turquie et peut-être l'Égypte. Mais en général, officiellement, nous n'avons pas de troupes en Libye. Vous aussi, officiellement, vous n'avez pas de troupes en Libye, et les autres aussi. Personne n'a pas de troupes en Libye. Et, ça se discute un peu. Personne n'a pas de troupes, et peut-être qu'il n'y a pas de conflit. Mais je pense que cette hybridisation des conflits, c'est une chose très grave. Et peut-être à cause de cette chose, nous avons moins et moins de possibilités pour la médiation et quelques processus politiques. Sérieusement. Deuxièmement, en ce qui concerne le rôle de l'Europe et le rôle de Russie et Turquie. La Turquie doit jouer un grand rôle parce qu'elle est officiellement en Libye. C'est impossible de faire quelque chose sans Turquie. En ce qui concerne l'Europe, le problème avec l'Europe en Libye, c'est vous parlez toujours de marginalisation de l'Europe par la Russie ou la Turquie. Mais ce n'est pas le problème de la Russie ou de la Turquie, la marginalisation de l'Europe, c'est le problème européen. C'est le problème de la politique extérieure européenne, c'est le problème des relations dans le triangle Paris-Rome-Berlin, le problème des relations entre les capitales nationales et le Bruxelles. Et Bruxelles. C'est un problème, parce que nous pouvons pas, parce que pour jouer un grand rôle en Libye ou en Syrie ou je ne sais pas où, il faut investir. Et personne ne comprend pas combien l'Europe et quoi l'Europe peut investir.
Oui, Emmanuel Macron a organisé une conférence à Paris. Les Italiens ont organisé une conférence à Palermo. Mais les coffee breaks, c'est pas assez pour régler des conflits, pour les solutions. C'est un grand problème. Et le problème européen plus que... Mais le troisième problème, c'est le problème de contexte que j'ai dit déjà, c'est le problème que nous ne pouvons pas comprendre quel est le rôle des États-Unis. Tout le monde pense que les États-Unis ne jouent pas de rôle en Libye, mais tout le monde comprend qu'il est assez un seul coup de téléphone par président Trump pour que les États-Unis commencent à jouer un grand rôle. C'est impossible de faire quelque chose au Proche-Orient sans des États-Unis. Malheureusement, peut-être. Mais c'est la vérité. Évidemment, il faudrait que la diplomatie à ce niveau et je crois que c'est assez dans la philosophie d'Emmanuel Macron qu'elle soit et on l'a vu dans sa volonté de créer une relation spéciale avec Donald Trump. Il y a chez Emmanuel Macron une grande conscience que la politique internationale est souvent régie par des relations de personnes. Et que même si Trump, sur le papier, est un homme détestable, avec, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on lui reproche, mais Emmanuel Macron s'est dit, dans les premiers, et je fais volontairement un aparté avec Trump, parce que ça expliquera aussi pourquoi il se tourne, à mon avis, vers Poutine, où il entend se tourner vers Poutine. C'est-à-dire que, voilà, la diplomatie incarnée, la diplomatie personnalisée, je pense qu'il croit beaucoup que, oui, ce type de relation crée une relation. Donc il a essayé de le faire avec Trump. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché, pourquoi ? Parce que je crois que le seul domaine dans lequel Emmanuel Macron a réussi à influencer Donald Trump, et encore ça n'a pas vraiment abouti, c'est quand il lui a montré pas très loin d'ici, le défilé du 14 juillet, et que Donald Trump, en lui expliquant l'histoire napoléonienne de Paris, et là Trump a été, en visitant les Invalides, assez bluffé, et il a dit il faut qu'on ramène, que nous aussi on ait un beau défilé à Washington. Bon, il n'y a pas vraiment eu de beau défilé comparable à Washington, mais enfin, en tout cas, il y a eu un désir. À part ça, ils en auront un au moins. Voilà. Mais à part ce petite inflexion, tout ce que Emmanuel Macron a essayé de sauver, que ce soit l'accord de Paris ou l'accord sur le nucléaire iranien, a reçu une fin de non-recevoir de la part de Donald Trump. Donc, je pense que le président français essaye justement voilà, on a fêté il y a quelque temps, le 18 juin, l'anniversaire du discours du général de Gaulle, de l'appel du général de Gaulle. On a remarqué au passage que tout le monde, ou à peu près, était devenu gaulliste, peut-être à part quelques pieds noirs qui restent dans le sud de la France, mais sinon tous les Français sont gaullistes aujourd'hui, du FN au PC, etc. etc. Et Emmanuel Macron, évidemment, a voulu incarner aussi cette... Et je pense que, très précisément, comme à peu près la plupart de ses prédécesseurs, mais avec quand même une claire conscience de l'histoire, il aurait aimé être cette puissance médiane entre les États-Unis et la France, qui était le grand apanage du général de Gaulle, enfin le grand rêve du général de Gaulle, et que, voilà, aujourd'hui, son désir de rapprochement de la Russie est dicté par, je pense, je vais un petit peu me répéter ce que j'ai dit dans la première partie, mais par le problème de cet allié américain, le problème de cette alliance américaine, où... à une certaine époque, quand on partait dans les croisades, quand on suivait les croisades américaines, ou quand on les suivait pas d'ailleurs, en 91 ou en 2003 en Irak, eh bien, il y avait toujours un vernis. On pouvait se raccrocher. C'est pour ça que j'ai un peu de mal pour mes confrères atlantistes aujourd'hui. J'aimerais bien les entendre se justifier du pourquoi, du comment la France doit rester à la remorque des États-Unis. Parce qu'on a clairement un pays en face qui nous dit les choses cash, qui nous dit vous êtes des alliés certes, mais vous êtes là pour nous obéir. Vous êtes là pour faire ce qu'on vous dit.
c'est plus du tout la démocratie, la liberté qu'on pouvait trouver à une certaine époque. Encore, souvenez-vous, les justifications de Bernard Kouchner ou d'autres pourquoi il fallait suivre les Américains en Irak et ne pas suivre Dominique de Villepin. Voilà, on entendait encore à ces époques-là aussi tout un tas d'anciens gauchistes, je ne vais pas les citer, qui étaient tout à coup dans le concert de Saddam Hussein devenait l'ennemi planétaire. Il fallait... voilà. Mais il y avait une narration qui était construite autour. Aujourd'hui, avec les États-Unis, il n'y a plus de narration. Il n'y a plus ce vernis de « c'est vous êtes avec nous, vous êtes contre nous ». C'est ce qu'avait dit George Bush d'ailleurs. Mais même à l'époque de Bush, il y avait encore une sorte de, comment dire, comme les Américains disent, sugarcoating. On mettait un petit peu de sucre glacé autour. Là, c'est fini. Donc voilà, et je pense que clairement, dans Emmanuel Macron, qui a une vision de l'histoire, une vision, je pense, un sens du tragique de l'histoire, je crois qu'on peut lui reconnaître ça. Il sait que l'histoire est tragique, il sait que l'histoire doit se faire, et que cette grande Russie qui est à côté, qui est devenue petit à petit, à force de je ne vais pas revenir sur les renoncements auxquels la France a participé, je pense en particulier à la question des chrétiens d'Orient, où finalement le protecteur des chrétiens d'Orient c'est la Russie, c'est personne d'autre. Donc je pense que là, il y a chez Emmanuel Macron l'idée que si ce rapprochement doit se faire, il est inéluctable, il y a cette proximité, il y a cette vision historique, il y a ce partage culturel, etc., sur lequel on a insisté, mais en fait qui devient systématiquement une espèce de voie de garage, c'est-à-dire on dit « Ah oui, on va aller du côté de la Russie, ah oui, on va célébrer nos millénaires de relations, etc. etc. » Bon, là maintenant, effectivement, si Emmanuel Macron veut imprimer quelque chose dans l'histoire, il va falloir qu'il aille au-delà. Il va falloir... vous parliez de trouver des partenaires pour solutionner ces conflits. L'idée d'un Astana pour la Libye, malheureusement, à mon avis, est un peu lettre morte dans la mesure où les Russes ne soutiennent pas le gouvernement légitime homologué par l'ONU, mais plutôt le camp d'en face. Bon, peu importe. Et la Turquie, elle soutient... Enfin bref. Alors que pour le cas de la Russie, c'était la Russie précisément soutenait le gouvernement légitime, en tout cas le seul gouvernement, puisque l'opposition syrienne n'a jamais été capable de proposer une alternative ou un gouvernement digne de ce nom. Donc voilà, donc la Russie se basait sur des positions de principe avec l'idée de réunir tous les acteurs. Ce qui est intéressant, je rappellerai aussi à propos de la Russie, c'est que c'est le seul pays peut-être aujourd'hui qui parle à tout le monde. Ça, c'est, je pense, très important. On peut ne pas être d'accord, mais la Russie, dans tous les compartiments au Moyen-Orient, a démontré qu'elle a toujours gardé des relations avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec finalement les gens qui soutenaient le camp d'en face, et a maintenu ses positions diplomatiques, alors que les États-Unis ont procédé par, je dirais, exclusion. Enfin, voilà, on était dans voilà, la question d'Erdogan a failli tourner au cauchemar quand un avion russe a été abattu par les Turcs. Ça s'est réglé à Moscou, une fois encore, mais il y a eu toujours l'idée de ramener la Turquie, de ne pas l'isoler. La position française vis-à-vis de la Turquie en ce moment est assez périlleuse. Celle de l'Allemagne est beaucoup plus raisonnable. On dira que mais les Allemands ont plus d'intérêt avec les Turcs que nous, mais sans doute. Mais je pense que voilà, il faut, on copiera pas Astana, mais on peut constater quand même que les interventions russes, même si elles ne sont absolument pas dénuées d'arrière-pensée, de puissance, de grandeur, de retrouver cette force que les Russes ont des liens qui datent évidemment de l'époque soviétique avec tous ces pays. On les a caractérisés avec les officiers de l'armée malienne qui parlent russe. Voilà, il y a des traces de ça. Alors voilà, donc je pense qu'il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer parce que la France va être obligée, autrement que pour des questions mémorielles ou de commémoration, etc., de trouver d'autres partenaires. Nous, Français, avons fait un travail sur la question de Barkhane, on en discutait tout à l'heure, puisque
Moi, j'ai eu l'occasion de partager la vie des soldats français, à la fois les commandos parachutistes il y a 1 an et la Légion étrangère en mars. Oui, la France fait un travail absolument incroyable, militaire, de traque aux djihadistes. Et là-dessus, je vais terminer mon introduction par une anecdote pour rappeler d'où on vient en termes de relations entre la France et la Russie sur l'Afrique. En 2018, fin 2018, j'avais interviewé Sergueï Lavrov à New York, à Moscou, et Lavrov m'avait donné une anecdote au moment où, on est en 2013, la France s'apprête à intervenir dans le cadre de l'opération Serval pour bloquer les colonnes de djihadistes, donc de mélange de Touaregs et de djihadistes libyens qui, surarmés par les arsenaux de Kadhafi, qui descendent et qui menacent Bouaké, Gao, etc., qui envahissent d'ailleurs une partie de ces villes. La France s'apprête à intervenir et Lavrov reçoit un coup de fil de son homologue Laurent Fabius à l'époque, qui lui dit, voilà, nous allons intervenir, il s'agit de terroristes qui... et Lavrov dit à Fabius, nous sommes d'accord pour vous appuyer, malgré le différend libyen, malgré le fait que sur la question de la Libye, évidemment, il y avait une brouille importante entre la France sur la question du non-respect de la résolution de l'ONU. Lavrov dit, il s'agit de terroristes, donc nous sommes avec vous, mais soyez bien conscients que ceux que vous allez combattre sont les mêmes que vous avez armés. Voilà. Et Fabius lui aurait répondu, ce que m'a dit Lavrov, Fabius lui a dit, c'est la vie. Voilà. Bon, j'ai relayé ça dans Paris Match. J'ai eu une lettre de Laurent Fabius protestant, me disant c'est scandaleux, etc. Je n'ai jamais dit ça. Et Monsieur Lavrov avec son ami Bachar el-Assad, etc., etc. Bon, voilà, répondant à côté de la plaque, mais ne niant pas complètement le propos non plus. Mais voilà, donc on se retrouve à effectivement, et ça c'est un des graves problèmes sur la question de l'héritage de l'époque Sarkozy-Cameron avec la Libye, c'est qu'il ne faut jamais cesser de rappeler que nos problèmes au Sahel trouvent leur origine dans cette guerre de Libye, et que s'il n'y avait pas eu cette guerre en Libye, nous ne serions pas englués à protéger un territoire d'1 million de kilomètres carrés avec 5000 soldats au Sahel. Et voilà, on fait un travail formidable, mais la déstabilisation de ces pays, elle est venue d'abord des arsenaux de Kadhafi, elle est venue par toutes les passes, par toutes les zones de trafic des pays Touaregs, voilà, et elle a déferlé jusque vers Boko Haram, jusqu'au Nigeria et au Cameroun. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé, ce sont les véritables conséquences de la guerre de Libye. Donc s'il faut réparer ça, il va falloir naturellement, j'en finis là, trouver d'autres partenaires. Je pensais à la Russie, oui, peut-être militairement, quoique la force Wagner n'est peut-être pas la chose à laquelle je pensais le plus, mais si ça doit être ça, en tout cas, elle a été présente en Centrafrique, mais je pensais aussi à la Chine ou à d'autres puissances capables d'avoir d'abord l'assise financière ou militaire pour pouvoir nous aider dans ces zones. Voilà. L'Union européenne a une très belle formule pour ça, qui s'applique à la Chine, mais qui d'une certaine façon pourrait aussi s'appliquer à la Russie. La Chine est considérée comme un partenaire stratégique et un adversaire systémique, et que d'une certaine façon, la vérité est entre les deux. Donc peut-être que il faut optimiser et s'appuyer sur cet élément. Moi je retiens un élément très important, et ça me permet de faire la transition rapidement vers Négalé, ce qui nous rassemble, la dédollarisation de l'économie, la remise en cause du principe de l'extraterritorialité, qui cache évidemment une capacité colossale, globale des entreprises américaines de nous imposer un certain nombre, de nous voler d'une certaine manière, de nous bloquer sur un certain nombre de marchés. C'est d'ailleurs sur le marché iranien que cela s'est exprimé le mieux. Je retiens évidemment que la diplomatie économique est un élément important. Et justement, ça me permet de me tourner vers Négalé. Ensuite, je donnerai la parole à Fabrice. On a beaucoup parlé, parce que ce fut largement évoqué lors du sommet de Sochi, le premier sommet réunissant, si je ne m'abuse,
cinquantaine, pas tous, ils ne réussiront jamais autant que la Chine qui a réussi à en réunir 53. Et il remonte Eswatini qui ne reconnaît toujours pas la Chine, mais à mon avis, ça va être très rapide. À Sochi, souvenez-vous, cette image très symbolique, le président Sisi, en exerçant la présidence annuelle de l'Union africaine, et le président Vladimir Poutine, qui donnait la parole par lettre alphabétique à tous les présidents. Et j'ai bien souvenir que et Idriss Déby, et le président Buhari nigérian, et le président Alpha Condé, vieux souvenir du centralisme démocratique dont il est l'héritier avec Sékou Touré, ont fait un appel clairement à ce que la présence russe soit une réalité, mais pas qu'au niveau militaire, au niveau économique. Je rappelle quand même qu'une bonne partie des entreprises qui vont exploiter l'alumine et le bauxite des mines de Simandou en Guinée ne sont plus les entreprises anglo-saxonnes ou les entreprises telles Rio Tinto ou BMZ, Stelmates, mais bien les entreprises russes, et qu'il y a sur le continent africain 3 centrales atomiques qui sont en négociation, une au Nigeria, une en Afrique du Sud, une en Égypte. Donc j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'au-delà de la dimension militaire, il n'y a pas une dimension économique très forte qui fait que le président Poutine a annoncé, lors du sommet de Sochi, d'ailleurs le président Erdogan avait dit la même chose, qu'ils allaient multiplier par 4 les investissements turcs à l'horizon 2050, de 20 milliards à 100 milliards, idem pour la Russie. Est-ce que le ventre mou ou la pénétration russe n'est pas davantage au niveau économique, quand on sait qu'il y a aussi, je parle devant des médias russes, une très forte pénétration des chaînes actuellement. Russia Today en français est aussi regardé que France 24 en français. Pourquoi ? Parce qu'ils ont noué des partenariats avec quasiment une trentaine de pays sur le continent africain. Est-ce que ce n'est pas dans ce domaine-là que la coopération est la plus évidente ? Je regarde avec beaucoup d'intérêt les nominations d'ambassadeurs. Symboliquement, c'est le fils d'Andrei Gromyko, Igor Gromyko, qui a été nommé ambassadeur au Mali, un des ambassadeurs les plus respectés de la Russie. D'abord, par le fait que moi, je me méfie toujours des annonces qui suivent ou qui concluent les sommets. On voit à quel point, y compris côté européen, on est victime de ça, les annonces d'investissements massifs, etc. Ça met toujours du temps à se matérialiser. La présence turque, d'un point de vue économique, on l'aperçoit chaque jour davantage au quotidien. Elle est très visible. Il n'y a qu'à aller voir qui construit les aéroports aujourd'hui de Niamey, qui est magnifique d'ailleurs, contrairement au dernier aéroport de Dakar, qui pourtant est aussi fait par le même constructeur. Enfin, celui de Niamey est minuscule, vraiment minuscule, mais c'est un petit bijou, franchement. Et on voit vraiment, et ne serait-ce qu'en termes, au-delà de la construction des aéroports, les connexions aériennes sont très intéressantes pour ce qui concerne la Turquie en Afrique. Aujourd'hui, ça devient rare de ne pas avoir une escale. Alors, je ne sais, c'est pas, ils ne jouent pas sur le même segment, mais ils sont très présents, en tout cas, absolument. Hein. Voilà. Donc moi, je ne perçois pas ça du côté russe, encore sur le terrain. Mais je trouve que cette approche consistant à entendre l'appel qui est lancé par les pays africain à la Russie, en le prenant non pas par le biais de l'assistance militaire, comme on le fait trop souvent, mais au contraire d'un partenariat beaucoup plus large et beaucoup plus économique, me paraît assez prometteur, en effet. Je voudrais simplement très rapidement réagir sur ce que disait Régis Le Sommier sur cette question de la déstabilisation de la Libye. Il faut savoir que, en effet, elle est au cœur de la rhétorique aujourd'hui et sans doute non pas des non-dits parce que c'est formulé, mais en tout cas de la défiance qui parcourt cette coalition internationale pour le Sahel. C'est
un leitmotiv d'Idriss Déby, notamment. La première fois qu'on l'a entendu, c'était au Forum de Dakar, mais il l'a encore formulé très clairement au Forum de Paris. Je l'ai entendu en direct au mois de novembre. Donc oui, cette question de la déstabilisation occidentale du Sahel et du qu'il y aurait ouvre la porte à d'autres acteurs occidentaux auxquels les pays sahéliens seront ravis en effet de tendre la main, à mon avis. Pour savoir si finalement en Syrie, la France est encore un interlocuteur pertinent. Je rappelle que la France avait tenté d'introduire ce qu'on appelle le small group, auquel il appartient. C'est la raison pour laquelle il y avait eu cette volonté de la part du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel, pour ne pas dire aussi du prince héritier MBS d'Arabie Saoudite, pour que la France, à travers ce small group, ait son mot à dire sur la tenue fragile, mais qui a heureusement tenu, du cessez-le-feu à Idlib. Est-ce que, par exemple, la tiédeur française sur le dossier iranien, on a bien vu, Fabrice nous a rappelé, j'aurais dû d'ailleurs aussi évoquer le fait que la France, le président Macron s'était mouillé lui-même, impliqué pour qu'il y ait cette possible rencontre entre Donald Trump et le président Rouhani, qui n'a pas eu lieu ni à Biarritz ni à New York. Mais est-ce que la France est finalement encore un acteur crédible pour Moscou, pour le dossier syrien? On sait qu'il y a beaucoup d'ambassades qui sont en train de rouvrir. D'ailleurs, je rappelle que la France n'a ni d'ambassade à Damas, puisqu'elle se trouve à Riyad, et que la France n'a toujours pas d'ambassade en Libye, puisqu'elle se trouve à Tunis. Donc peut-être que c'est un petit peu compliqué d'être un acteur pour l'avenir, alors que les Italiens ont maintenu leur ambassade, évidemment avec un attentat qui a visé l'ambassade turque et mitoyenne de l'ambassade italienne à Tripoli, mais c'est aussi un élément important. Est-ce que la France est encore crédible aux yeux de Moscou? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour peser vis-à-vis de la Turquie sur le dossier syrien. Fabrice. J'ai des doutes. Enfin, bon, tu l'as bien expliqué. La France, Macron qui tente de faire une rencontre entre Rouhani et Trump, c'est le rôle du messager. Hein, et en fait, on l'a bien vu dans le passé, la Syrie, par exemple, à l'époque, enfin, avant la guerre, où les Iraniens, quand ils n'avaient pas de relation avec les États-Unis, ils parlaient avec la France pour essayer de raccrocher aux États-Unis. Et puis quand cela se réchauffait avec les États-Unis, eh bien, on squeezait complètement la France. On allait directement parler au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc malheureusement, pour la France, voilà un petit peu où on en est. Les pays préfèrent avoir un dialogue évidemment direct avec Washington, et on ne passe par Paris que alors que Washington refuse de prendre l'appel. Non, la France a quand même une influence à travers le Conseil de sécurité, et on a vu là encore comment par exemple le Qatar avait utilisé la France au début de la crise syrienne. En fait, la France était devenue la voix du Qatar au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier syrien. C'était quand même un petit peu gênant. Ça nous a un petit peu décrédibilisé, et ça au niveau de la stature qu'on pouvait avoir comme pays indépendant à la table. Après, c'est au niveau de l'Europe. Si effectivement on a une importance, c'est parce qu'on est quand même un pays qui compte au sein de l'Europe. Jusqu'à présent, sur le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban, on était quand même le pays de référence au sein de l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne à Beyrouth était souvent un Français, etc. La France n'a pas de moyens financiers, mais l'Europe, elle, a des moyens financiers, et finalement, la France se servait des moyens financiers de l'Europe pour avancer ses pions en Syrie, au Liban. Aujourd'hui, moi, j'ai vu monter en puissance l'Allemagne sur le dossier syrien, parce que l'Allemagne, a des moyens financiers, et deux, puisque la France s'est royalement plantée sur le dossier syrien, finalement, les autres pays européens n'ont plus guère confiance en nous. Et quand on arpente les couloirs de Bruxelles, on parle du dossier syrien, les autres pays européens n'ont aucune confiance dans la France, parce que finalement on a poussé l'Europe, les autres pays européens à avoir une position très maximaliste contre la Syrie, et puis il se doute que le jour où on
fait, on le fera, on changera d'avis très rapidement. Donc, là aussi, au niveau européen, on se retrouve quand même très isolé. Et puis les Allemands, si on revient sur 2015, la vague d'immigration syrienne qui est arrivée en Europe et qui a été essentiellement accueillie par l'Allemagne, c'est quand même ce qui a coûté la majorité à Angela Merkel. Elle a été obligée de faire une coalition avec l'USPI, ce qui l'a bloqué dans son initiative de créer un quintet au sein de l'Europe pour avoir une politique étrangère indépendante. Elle voulait réunir la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et avoir un petit groupe pour avoir une politique européenne. Et puis finalement, elle a été paralysée, et ça, finalement, c'est le coup. Et pourquoi les Allemands ont accepté ces centaines de milliers de réfugiés syriens? Parce que les Français leur disaient, ne vous inquiétez pas, Assad va tomber dans quelques mois, c'est la fin. Donc on les héberge quelques mois, vous les hébergez quelques mois, et puis ensuite ils retourneront en Syrie. Il n'était pas du tout prévu qu'ils restent pendant des années. Jusqu'à l'été 2015, la France était persuadée qu'Assad allait encore tomber. C'était quand même incroyable. Donc comment rester crédible, comment avoir de l'influence dans ces conditions? Alors là, on se gargarise en France d'avoir réussi à faire l'unité des Kurdes de Syrie. Bon, déjà, c'est pas fait. Faut pas croire les belles déclarations des uns et des autres. Voilà où on en est. On se gargarise pour faire l'unité des Kurdes de Syrie entre le PYD et les autres petits partis kurdes, comme on se gargarisait de réunir l'opposition syrienne. On a bien vu ce que ça a donné. Donc voilà, il faudrait poser la question à Vassili, et je suis pas sûr qu'on apparaisse vraiment encore comme un interlocuteur valable. J'ai tout de suite un pays qui a de l'influence. Que le Moscou est devenu la nouvelle Mecque, où finalement tout le monde se rend, avec quand même cette réalité. Sur un dossier qui est périphérique à notre sujet, sur la Palestine, il n'y a plus que les Russes avec lesquels les Palestiniens veulent discuter, puisqu'ils ont déjà dit qu'ils ne dialogueraient pas avec l'Union européenne, puisqu'elle soutient la position, malgré tout, par son silence, la position européenne. Je rappelle que le président français a un peu changé de nature. Pendant les 40 dernières années, nous étions, que dis-je, depuis 1947, sur la stricte reconnaissance de deux États, et la France a quand même reconnu le droit à Israël d'augmenter la part des colonies. À Oslo, on était à 32%, on est pas loin de 40%. Donc là aussi, il y a un changement de nature qui, me semble-t-il, a fait en sorte que le président français n'a pas été aussi bien reçu qu'il aurait dû l'être quand Mahmoud Abbas l'a reçu à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps, alors que le président Poutine a été largement mieux reçu. Donc je crois que c'est un élément important. Sur le dossier palestinien, la Russie a sans doute une énorme carte à jouer. Il y a une question qui a sous-tendu un petit peu toute notre réflexion et qui, je crois, est aussi un élément de convergence entre la France et la Russie. C'est la question de l'exploitation gazière ou de l'exploitation des hydrocarbures dans cette région du monde qui nous fait redécouvrir les vertus d'un droit de la mer qui devrait être respecté. Souvenez-vous, la Convention de Montego Bay, les zones économiques exclusives, le tribunal international maritime d'Hambourg. Bref, que c'est là où les choses doivent être réglées et non pas de frégate à frégate à 200 km des côtes libyennes. Est-ce que là, il n'y a pas un élément convergent qui fait que, alors que Turkstream associe les deux compagnies gazières, pétrolières russes, turques, Botaz, et russe Gazprom, il n'y a pas là une concurrence qui nuit un peu à l'amitié entre la Turquie et la Russie, notamment à l'aune de l'accord qui a été signé le 27 novembre dernier, qui tendrait illégalement, je pèse mes mots, avec beaucoup de guillemets, en tout cas je l'affirme, à étendre la zone économique exclusive entre la Turquie et la Libye aux dépens de la Grèce. Est-ce qu'il n'y a pas là, parce qu'il est question d'un gazoduc, le gazoduc Poséidon, qui vise justement à faire en sorte que ces immenses réserves gazières, 50 milliards de mètres cubes, 1,5 milliard de barils en termes de réserves dans cette région, qui, pour l'instant, est en train de fédérer des pays qui, parfois, ont des intérêts divergents. Je rappelle que le consortium qui pilote Poséidon, donc Ismed Gaz, c'est la Jordanie, l'Égypte, Chypre, Grèce,
Les États-Unis sont observateurs, la France a demandé à en faire partie, et le tout est financé par les Émirats arabes unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, finalement, une sorte de contre-activisme contre l'offensive gazière et pétrolière turque qui ferait que les entreprises françaises, et là on en revient à Total, pourraient s'entendre avec les entreprises russes, au moins pour limiter cet activisme tout à fait récent de la part de la Turquie. Je rappelle qu'on a beaucoup parlé de Wagner. Wagner s'est positionné pour défendre, coûte que coûte, le champ pétrolier déterminant, puisqu'il produit 300 000 barils jour de Charara à côté de Sirte, et que la ligne rouge de la Russie, c'est qu'on ne touche pas à ce champ pétrolier. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, sur la question pétrolière, aussi paradoxalement, une coopération fructueuse? Ce que vous dites me semble assez plein de bon sens, parce que il est évident qu'on ne va pas exploiter, et je pense que la plupart des acteurs qui sont partie prenante dans cette affaire le savent très bien, on ne va pas exploiter cette immense réserve de gaz, de pétrole au milieu de la Méditerranée s'il y a la guerre entre les différents participants. Donc oui, que chacun montre ses muscles, qu'il y ait des observations entre frégates et que les Russes aient choisi un côté dans la guerre libyenne et les Turcs un autre, et que par je dirais, groupe interposé, il y ait des affrontements, certes, mais je pense qu'in fine, il y a tout intérêt, effectivement, à faire une paix. Vous l'avez évoqué, entre la Russie et la Turquie. C'est toujours... elle s'est manifestée au moment de la Syrie, elle s'est manifestée à plein de niveaux. Je ne vais pas revenir sur tous les épisodes de la guerre de Syrie que Fabrice connaît très bien aussi, sur parmi les moments les plus douloureux, je pense en particulier à la bataille d'Alep, où là, oui, il y a eu chacun faisant pression sur ces différents acteurs sous son contrôle. Eh bien, la Russie et la Turquie ont permis, grosso modo, on dira, à la plus grande métropole et au poumon industriel de la Syrie et du Moyen-Orient, qui est cette ville d'Alep, de retrouver, alors, dans un état effectivement assez pitoyable, mais de retrouver une forme enfin en tout cas d'absence de conflit. Voilà. Je pense qu'il faut... tous ces acteurs vont être mis à contribution. J'imagine que le dossier libyen va encore empoisonner, on va encore avoir des combats, mais la défaite, ou en tout cas le recul du général Haftar a remis d'une certaine façon, rebattu les cartes, puisqu'on avait imaginé à un moment que Haftar pouvait conquérir Tripoli. Ça ne s'est pas produit. Voilà, donc chacun a montré ses muscles. Il y a eu cette période de conflit en Libye. Il y a eu ce surprenant retour de la Turquie et cette position très agressive de la Turquie, et je souscris totalement, et je voulais juste compléter ce qui a été dit tout à l'heure, à propos des 2 aéroports et du financement et du fait que la Turquie avance aussi ses armes économiques en Afrique. On est au-delà d'un néo-ottomanisme. Voilà, l'Empire ottoman n'est pas allé jusqu'à Bamako. Donc voilà, donc la Turquie a vraiment l'intention d'être un partenaire, elle a besoin d'être considérée sans doute. Je pense qu'en France, on la néglige un peu trop de ce point de vue-là, et que voilà, et qu'elle a une position agressive, mais que Erdogan, peut-être la comparaison avec Mussolini était assez juste, mais il y a peut-être un compromis à trouver, ou en tout cas il y a voilà, la Turquie veut une part du gâteau. Il est évident qu'il faut pouvoir proposer un cadre qui permette justement à tous ces pays d'exploiter, ou en tout cas pacifiquement ces zones, et peut-être pour le bien-être de tous les pays de la Méditerranée, ou en tout cas d'un certain nombre. Voilà. Évidemment, j'ai quand même envie de lui poser une question qui a été évoquée tout au long de notre conversation sur le changement de paradigme, qui voudrait que les États-Unis
délaisse le multilatéralisme, et dans un cas très particulier qui est celui des opérations de maintien de la paix. Le président Donald Trump a réduit de 200 millions de dollars par an la contribution au sein de ce qu'on appelle le DPKO, le Department of Peacekeeping Operations. Alors même que les États africains demandent que le G5 soit transformé en une mission onusienne sous chapitre 7. Est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau du multilatéralisme, au niveau du Conseil de sécurité, une approche convergente entre la France et la Russie pour mettre un petit peu les États-Unis, finalement, comment dire, les cornériser, en faisant en sorte que, alors que le Conseil de sécurité va avoir des pays, a toujours des pays africains forts, je rappelle que l'Afrique du Sud est encore membre du Conseil de sécurité pour l'année à venir, dans la perspective évidemment de la présidence de l'Union africaine assurée par Cyril Ramaphosa, est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau du multilatéralisme, et plus précisément au niveau du Conseil de sécurité, un appui optimal faisant que la Russie peut peut-être amener un certain nombre de pays à soutenir l'internalisation de la résolution du conflit au Sahel. Je dis cela quand les États-Unis... Internationalisation. Je dis cela alors que les États-Unis sont toujours présents au Sahel, mais il me semble que, à travers la dronisation, à travers le recours à leur propre SMP, ils sont dans une logique de ce qu'on appelle le light footprint, être présents, mais pas forcément avec des troupes américaines. Est-ce qu'il n'y a pas le même phénomène qui est en train de se produire, de wagnérisation de l'autre côté, quand on sait par exemple que Eric Prince s'intéresse, Eric Prince, le patron de Blackwater, devenu Academy, s'intéresse beaucoup à la privatisation de la coercition. Est-ce qu'il n'y a pas là, sans doute, avec la Russie, une sorte de manière de dire qu'il faut que le multilatéralisme et que les États soient encore présents face à la tentative ou la tentation de privatiser la sécurité, qui, je sais, touche un domaine, et je vous donne la parole, qui vous est particulièrement cher, qui est lié au fait qu'il y a de plus en plus d'exactions qui sont commises par des milices, qui sont commises par les forces armées elles-mêmes, et qui sont, d'une certaine façon, un élément moteur à la régénération du phénomène de la remise en cause de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un domaine sur lequel la Russie et la France pourraient, en tout cas, avoir des points de vue convergents? Dire qu'il y a quand même un acteur au Sahel qui a un rôle majeur, et notamment en ce qui concerne le gaz, c'est quand même l'Algérie. Le rôle de l'Algérie dans la géopolitique sahélienne est aussi peu visible qu'important. Ça, il faut absolument pas l'oublier. C'est un acteur essentiel dans le jeu sahélien, et effectivement, par rapport à ces équilibres... Absolument. C'est pour ça que je dis... Mais pas uniquement au niveau multilatéral aussi. Au sein de l'Union africaine, le rôle de l'Algérie est très important. Enfin, c'est un acteur majeur dans la... Très discret, alors on ne sait pas s'il va changer avec une nouvelle doctrine de politique étrangère qui permettrait justement un interventionnisme au-delà des frontières, mais enfin en tout cas, il ne faut pas oublier que l'accord de paix pour le Mali a été négocié à Alger. Donc voilà, c'était juste un mot par rapport à cette question énergétique que vous posiez. Pour ce qui est de la question du rôle des États-Unis, alors il y a d'abord, en effet, actuellement et aujourd'hui, non seulement c'est le sommet de Nouakchott, mais c'est aussi le jour du renouvellement du mandat de la MINUSMA, 30 juin. J'ai pas regardé encore, j'ai reçu des messages, mais j'ai pas encore regardé le contenu. Mais il y a eu un bras de fer récemment entre la France et les États-Unis, notamment pour savoir qui allait prendre la suite du représentant spécial du secrétaire général, qui est actuellement le Tchadien Mohamed Anadif. Donc, il y a eu cette passe d'armes entre la France et les Nations Unies sur le mandat. Fallait-il réduire le volume de la mission? Et en effet, les Russes ont plutôt été un allié de la France de ce point de vue-là. Mais en revanche, il faut savoir que la France a absolument besoin de la présence américaine pour pouvoir poursuivre son opération actuelle au Sahel. Et que ça a été l'un des enjeux. Et vous posiez la question de savoir
à quel moment la France avait pu influer sur les États-Unis. Moi, il me semble qu'il y a eu une capacité, là, au cours des derniers mois, à infléchir la position américaine qui consistait à dire qu'elle voulait drastiquement réduire sa présence au Sahel, y compris peut-être en fermant la base d'Agadez de drones, hein, justement. Et la France, manifestement, a réussi à faire en sorte que les Américains restent présents. L'élimination de Drukgyal, hein, le chef d'AQMI, elle s'est faite grâce à du renseignement américain. Donc cette coopération, elle reste absolument essentielle. Sur la question de la privatisation, moi, il ne me semble pas que c'est un phénomène qui est nouveau. Hein, depuis 15 ans, 20 ans, il y a cette tendance à l'externalisation. Il ne parle pas de privatisation, mais bon, il y a des sociétés comme DynCorp, hein, notamment, qui étaient déjà très présentes quand l'objectif des États-Unis et de la France aussi, d'ailleurs, hein, n'était pas d'entraîner des forces contre-terroristes, mais d'entraîner des forces de maintien de la paix. À l'époque, des concepts RECAMP, des concepts SIRI, hein, on s'appuyait déjà sur des sociétés militaires privées du côté américain, notamment pour faire de la formation et de la maintenance. Il faut à tout prix soutenir les États, les institutions au sud de la Méditerranée, au Sahel, éviter qu'on ait des États faillis qui se multiplient, parce que là, ça va vraiment être la catastrophe pour tout le monde. Donc, il me semble que sur cette base de soutenir les États en place, il ne faut plus parler de régime change et compagnie. La démocratie, ce n'est possible que s'il y a du développement, et il ne peut y avoir de développement que s'il y a une stabilisation. Il faut être très clair. Donc, il faut d'abord stabiliser tous ces pays, renforcer les États. Et ça, c'est, à mon avis, une bonne base de coopération entre l'Europe, la France et la Russie. Je suis absolument d'accord avec Fabrice, mais à mon avis, le problème est que nous, les deux, nous pensons qu'il faut stabiliser la région, il faut soutenir les États, les institutions, il faut le faire plus stable et plus puissant. Mais notre interprétation des institutions sont différentes et notre interprétation des États sont différentes. Nous avons besoin de ce dialogue sur les institutions et sur les États. Qu'est-ce que c'est que l'État Proche-Orient? Ce n'est pas une question seulement académique, mais c'est une question très appliquée. Et l'autre question et l'autre possibilité de coopération, c'est le système régional. Parce que je pense que la France et la Russie, nous deux, nous sommes intéressés beaucoup dans la stabilisation et dans la self-governance, gouvernance de la région. Je pense que nous avons besoin de dialogue et de quelques actions collectives sur pour construire cette architecture de la sécurité régionale. Et je pense que c'est possible. Je crois qu'il y a effectivement une alternative assez intéressante, et là-dessus je me tournerai un petit peu vers Vassili pour répondre à cette question. Sergueï Shoïgu et Sergueï Lavrov ont reçu récemment le président de l'Assemblée nationale. Je rappelle que la dernière élection, pas reconnue par l'Ouest, mais reconnue par la communauté internationale aussi, c'était en juin 2014, et que le président de cette dite Assemblée nationale, Aguila Saleh Issa, est, selon la constitution libyenne, le chef d'État par intérim. Oui. Et que c'est une alternative crédible à un maréchal qui n'a d'autre titre que d'être chef de ce que les uns présentent comme une milice et que lui présente comme une armée de libération nationale. Juste dire un mot sur la question des sanctions américaines et de la loi César. J'écoutais j'ai eu un entretien avec un contact à Damas qui me disait, quelqu'un qui vit là-bas depuis longtemps, qui me disait que
les riches fils des dignitaires du gouvernement syrien sont toujours en voiture de luxe. Il y a toujours pour eux des magasins achalandés et que les sanctions... voilà, en fait, la réalité, c'est que les sanctions, déjà, plus la loi César, ne vont qu'accabler un peuple syrien. On est dans un cas où vous avez quasiment 9 millions de Syriens qui s'endorment tous les soirs sans avoir mangé suffisamment. Il ne serait pas impossible de voir des cas de famine déjà surgir. Voilà, donc les lois Haftar, les lois César, la loi César ne fait que c'est une sorte de clou, le dernier clou peut-être sur le cercueil syrien, quoi. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Je rappellerai que j'aime beaucoup juste situer un peu où en est la Syrie aujourd'hui, puisque on parle souvent des quelques 4 ou 5 millions de Syriens qu'on appelle les réfugiés, qu'on a évoqués dans le cas de l'Allemagne, qui sont à l'extérieur des frontières, mais vous en avez environ 6 millions qui sont ce qu'on appelle des déplacés de l'intérieur, dont on parle absolument jamais. On en parle un petit peu pour le Kurdistan, où il y a des camps, il y a des gens qui vivent depuis des années dans des camps, qui n'ont plus de maison. Et si vous ajoutez ces 5 millions à l'extérieur, donc ceux qui sont partis, plus les 6 millions qui sont déplacés à l'intérieur, vous avez à peu près 11 millions. Bon, la population syrienne, c'est en gros 23 ou 24 millions d'habitants. Donc vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, il y a un Syrien sur 2 qui ne vit plus dans sa maison. Voilà. Donc vous ajoutez des sanctions à ça, vous empêchez les gens de commercer avec la Syrie, vous privez la Syrie de toute possibilité de revivre, ou en tout cas de se reconstruire. Alors, je ne sais pas si les cheikhs émiratis et les Saoudiens derrière qui veulent prendre leur part au gâteau, je ne crois pas que la Russie ait les moyens financiers, on l'a évoqué, de reconstruire la Syrie. La Chine a conclu quelques timides accords pour refaire des zones industrielles à Alep. Je ne sais pas du tout où ça en est aujourd'hui, mais il y a eu des tentatives comme ça, mais c'est résiduel. Donc voilà, donc on est dans un pays où la guerre n'est pas allée dans notre sens, donc on va vous affamer. Et je conclurai par ça, parce que souvenez-vous du droit d'ingérence humanitaire, et tel qu'il avait été édifié par Bernard Kouchner et Médecins du Monde à l'époque. La guerre du Biafra. On est intervenu au Biafra parce que les gens crevaient de faim. On est intervenu en Éthiopie parce que les gens crevaient de faim. Là, on intervient pour affamer les gens. C'est quand même assez hallucinant, dans l'espoir hypothétique que ces gens qui se baladent avec des bagnoles de luxe, finalement finissent par en pâtir, alors qu'ils n'en pâtissent absolument pas. Et que Bachar el-Assad décide finalement de dire, bon voilà, je vais céder le terrain. Non, c'est complètement hallucinant. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. En fait, je veux quand même vous sensibiliser sur une chose. La plupart des groupes dont on parle, les combattants de l'Azawad, ceux qui ont fait allégeance au gouvernement, ou les GATT, ce qu'on appelle les groupes armés terroristes qui sont dans la zone des 3 frontières, n'ont pas comme objectif, c'est très important ce que je vous dis là, n'ont pas comme objectif de venir faire un djihad global et de venir se faire sauter avec leur ceinture d'explosifs ici, ou d'attaquer... Non. Mais c'est très différent de ce qui s'est passé avec Daesh. C'est-à-dire que même l'EIGS, qui est l'État islamique dans le Grand Sahara, qui regroupe sous la houlette d'un type qui s'appelle El Sahraoui, donc un ancien du Front Polisario, c'est-à-dire un ancien laïc, un peu à la manière des mecs des anciens cadres de Saddam Hussein qui rejoignaient ou qui se coalisaient avec les radicaux dans la clandestinité pour faire Daesh. Donc là, on a le même phénomène, mais ce ne sont pas, si vous voulez, leur but est de créer de l'instabilité locale, de faire ralentir l'activité dans des régions, plus d'ailleurs qu'aujourd'hui que de se confectionner des califats. C'est-à-dire, les califats, ils peuvent être attaqués. Du coup, tout à coup, ils ont un territoire à défendre. C'est beaucoup plus difficile face à l'armée française, notamment, ou face aux armées européennes. Mais leur objectif à ces gens-là n'est pas de former des combattants pour les envoyer
Je parle des Africains. Non, mais il y a le semestre au vert. Non, c'est pas la même chose. Franchement, vraiment. Ils ont la double nationalité, ils font ça. Vous croyez, si vous voulez croire ça, il n'y a pas de problème. C'est un vrai problème. Moi, j'ai posé la question à Florence Parly, qui essayé de convaincre son homologue suédois d'envoyer des troupes spéciales, des forces spéciales suédoises, en disant, le type me dit, oui, je veux qu'on les combatte ici pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Et j'ai dit à Florence Parly, c'est pas vrai. Ils vont pas venir chez nous, ces gens-là. Et elle m'a regardé en off, elle m'a dit « Oui, mais comment voulez-vous que je convainque des partenaires européens si je leur tiens pas ce discours-là, globalement ?» Voilà. Je vais pas la citer parce qu'elle me l'a dit un peu en off. Mais la réalité... Non, mais c'est vrai. Non, mais... Enfin, bon, je vous dis des choses intéressantes, quoi. Donc, non, mais ne croyez pas que... voilà, sur cette zone-là, et je pense qu'on est d'accord, leur but, c'est de déstabiliser leur pays, de déstabiliser le Mali, de créer des zones entières dans lesquelles ils peuvent prospérer, dans lesquelles ils peuvent appliquer la charia qui, entre parenthèses, est parfois bien acceptée par les populations. Faut regarder ça, parce que la loi de Bamako, elle est vécue comme corrompue, parce que, voilà, et la charia, c'est la loi de Dieu, donc, et puis la charia, elle peut régler des problèmes. Non, mais voilà, mais c'est bien différent que par rapport au projet de Daesh, qui était, lui, d'exporter le djihad, de porter le fer dans ce que les théoriciens de Daesh appelaient le ventre mou, c'est-à-dire l'Europe, où il était facile d'accéder, où il était facile de trouver des bases arrières, Molenbeek, etc., certains quartiers de Toulouse, par exemple, où ils pouvaient trouver des relais et ils pouvaient attaquer, parce que leur but, c'était une conquête du djihad global. Là, on n'est pas du tout dans la même problématique. On est face à des groupes qui profitent de dynamiques locales, qui vont instrumentaliser certains groupes ethniques contre d'autres, de façon, justement, à profiter de cette instabilité. Mais l'objectif du Sahel, de ces groupes-là, n'est pas de venir en Europe. Voilà. Autant que nous, l'hyperpuissance, l'hégémonisme de la Chine, que ce soit dans son environnement immédiat, celui de l'Asie centrale, ou en Asie orientale. Je rappelle que 85% de la population de Vladivostok est chinoise et que c'est un grand sujet de préoccupation, notamment pour le foncier qui est totalement racheté par la Chine aux dépens de la Russie. Merci à ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents. Merci à Vasily et à Fabrice.